s'appellent Ilaria, Gino, Maya, Toby, Anna, Gabri et j'en oublie tant d'autres. Ils portent un combat qui bouscule les gouvernements d'extrême droite, bousculant eux-mêmes une Europe qui flanche peu à peu dans l'intolérance, la haine, le racisme et la xénophobie. Face à ces solidaires, à ces militants, se dresse la répression, l'oppression, la torture, l'ingérence politique dans les décisions de justice. Bienvenue en 2025, ou le miroir inquiétant des années 30. Dans ces procès de militants antifascistes, on franchit un pas supplémentaire vers une gestion purement autoritaire du droit où une parodie de justice suffit à justifier le viol des droits les plus fondamentaux. Violer le droit de la défense, violer le droit à un procès équitable, violer le droit à une incarcération obéissant aux standards européens les plus élémentaires, violer la séparation des pouvoirs exécutifs ou judiciaires. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne les cas de Gino, Ilaria et 15 autres militants et militantes antifascistes qui ont participé à une manifestation contre un rassemblement de néo-nazis en Hongrie en février 2023. Et c'est un fait, la Hongrie de Viktor Orban a renforcé son contrôle de l'appareil judiciaire. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être sous le coup d'une procédure de la Commission européenne pour non-respect des traités. En effet, partout dans les plus hautes fonctions de l'État, ses affidés obéissent. Le parquet général est au service du pouvoir exécutif. Les médias sont tombés aux mains des oligarques, relayant la propagande gouvernementale. Et la Hongrie vient de lancer des mandats d'arrêt européens contre ces 17 personnes. Le mandat d'arrêt européen devient dès lors une procédure complice d'un régime autoritaire. Apparu en 2002, ce mandat d'arrêt européen a pour vocation de créer une amorce d'espace judiciaire commun entre des nations respectueuses des droits fondamentaux. Le principe en est simple. Remettre à un autre État européen des personnes ayant commis des infractions graves, comme le terrorisme, la traite des êtres humains, la participation à une organisation criminelle, les homicides ou tout autre fait grave. Mais peu à peu, les incriminations les plus sévères se sont élargies et les procédures simplifiées sont apparues. Peu à peu, le droit s'est dégradé et les libertés publiques ont été affaiblies. Aujourd'hui, on multiplie les lois liberticides. Aujourd'hui, on rogne les libertés individuelles. Aujourd'hui, ne sait-on plus les protéger une à une contre une dérive accélérée? Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Antifascisti! Chaque février, en Hongrie, l'extrême droite rend hommage aux combattants hongrois et leurs alliés nazis défaits face à l'armée rouge en 1944 lors du siège de Budapest. Une marche annuelle est organisée par des mouvements ouvertement néo-nazis. En 2023, une contre-manifestation antifasciste s'y est opposée, entraînant des affrontements entre les deux camps. C'est ce que l'on appelle l'affaire de Budapest. Siamo tutti antifascisti! Ces violations des droits les plus élémentaires en Hongrie, de l'arrestation arbitraire aux fausses accusations en passant par la souffrance et la maltraitance en détention, c'est ce qu'a vécu ma collègue Ilaria Salis, députée du groupe de la gauche européenne. Aujourd'hui, elle accepte de lever le voile sur un obscur et inhumain cycle d'oppression instauré par Viktor Orban sur les militants antifascistes et solidaires. J'ai été arrêtée par la police hongroise en février 2023, en marge des contre-manifestations antifascistes, pour s'opposer à la journée de l'honneur. On m'a fait sortir d'un taxi et on m'a passé les menottes sans aucune explication. Puis on m'a emmené au poste de police et on m'a demandé de m'expliquer. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que j'étais accusée d'agression survenue les jours précédents. D'ailleurs, lors de l'arrestation, alors que j'étais déjà menottée à côté du taxi, il s'est passé quelque chose de très grave. Un policier en civil a glissé dans mon sac 2 objets que j'ai découverts plus tard, en arrivant au poste de police, être un bonnet en laine et une matraque extensible. Lors de l'audience visant à valider son arrestation, Ilaria Salis a pu démontrer qu'elle n'était même pas à Budapest au moment de la première agression présumée. Malgré cela, son arrestation a été validée par le juge au motif qu'elle était soupçonnée d'avoir participé à la seconde agression, ce qui n'a en fait aucun sens, étant donné que la personne présumée avoir participé à ces 2 agressions était la même personne. Sa détention provisoire a donc été ordonnée sur la base de sa participation à cette seconde agression. Et quelques temps plus tard,
Le procureur l'a également accusé d'une troisième agression, qui aurait eu lieu lorsque elle se trouvait à Budapest. Il s'agit donc d'un changement dans les accusations en ce qui concerne les faits. Mais la qualification juridique des accusations a aussi été modifiée au cours de l'enquête. Au départ, elle était accusée d'un acte de violence contre un membre de la communauté, ce qui en soi est ironique, car ce crime a été introduit dans le droit hongrois afin de se conformer aux obligations juridiques internationales concernant les crimes de haine. Fondamentalement, ce crime devrait donc viser les personnes qui s'en prennent aux groupes vulnérables de la société. Et au lieu de cela, comme dans le cas d'Hilaria Salis, cette mesure a été utilisée pour poursuivre les antifas pour leur participation présumée à des agressions contre des personnes qui participaient à la célébration du jour de l'honneur. Mais le pire, c'est que la qualification juridique de l'infraction a été modifiée au cours de l'enquête. Elle a finalement été inculpée pour coups et blessures pouvant entraîner la mort. De plus, elle a aussi été accusée de participation à une organisation criminelle. Ainsi, cette nouvelle qualification juridique de l'infraction la rend passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 24 ans. Le 12 novembre 2024, un militant antifasciste Gino a été arrêté à Paris par la SDAT, la police antiterroriste française. Son arrestation répond à un mandat d'arrêt européen émis par le gouvernement d'extrême droite hongrois. Siamo tutti antifascisti! Actuellement en France, mais sous menace d'une extradition, Rexino Abazaj, dit Gino pour ses amis, est accusé par la Hongrie de tentative d'agression en tant que membre d'une organisation criminelle. Excusez du peu. La qualification juridique utilisée pour justifier son extradition ne correspond à aucun fait réel. De quelle organisation criminelle s'agit-il? Aucun gang, aucune mafia, aucun groupe armé, violent et structuré. Rien de tout cela. Gino est seulement un militant antifasciste comme tant d'autres. La Hongrie fait de cette affaire Budapest un procès politique. L'affaire de Gino, elle n'est pas uniquement française, elle se joue à l'échelle européenne avec différents militants et militantes allemandes, italiens et italiennes qui sont aussi visés par un mandat d'arrêt européen. On parle de 17 personnes. Dans toute cette affaire, la Hongrie traite ses militants et ses militantes de vermines, de communistes terroristes. Et pour nous, il est vraiment important de montrer qu'en Hongrie, l'état de droit n'est pas respecté. On a pu le voir par différents rapports. Le Parlement européen a déclenché l'article 7 en 2018. Certes, c'est un pays qui est membre de l'Union européenne, mais qui ne respecte pas l'état de droit, en tout cas pas l'état de droit dans lequel nous, on souhaite vivre. Gino, il est actuellement à Fresnes, suite à un mandat d'arrêt européen qui a été mis contre lui envers la France comme autorité d'exécution. Il avait déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans l'ancien pays où il vivait, qui était la Finlande. Suite à la décision de la Finlande de le remettre aux autorités hongroises, il a fui vers la France où il a des attaches assez sérieuses. Actuellement, on est en cours de procédure pour en fait avoir un résultat sur la remise ou non de Gino à la Hongrie. Quelle est l'infraction qui lui est reprochée? Quelle est la peine qui est encourue? Dans quelles conditions sera-t-il jugé? Ce sont des éléments assez sommaires, mais il faut que ces éléments figurent dans la demande des Hongrois. Et si ces éléments élémentaires ne figurent pas dans la demande des Hongrois, comme c'était le cas ici, eh bien, les juges français ont la possibilité de demander des compléments d'information hongrois avant de prendre leur décision. Lorsque les juges considèrent que le pays d'où émane la demande de mandat d'arrêt européen est un pays problématique en termes d'indépendance et d'impartialité de sa justice, eh bien, elle peut demander des garanties plus poussées, plus précises, pour s'assurer que cette personne qui est recherchée ne sera pas jugée de manière inéquitable. C'est donc une possibilité qui est assez rarement utilisée par les juges français parce qu'il y a un principe de confiance mutuelle entre les pays de l'Union européenne. Et là, la France a décidé de se livrer à ce genre de vérification. Le dossier il est aujourd'hui entre la main de la justice française, mais nous, ce qu'on a fait en tant que parlementaires de gauche, c'est mobiliser l'ensemble des collectifs qui défendent les militants antifascistes, qui sont attachés à l'état de droit, la question du droit à un procès équitable. On a fait plusieurs conférences de presse, on a fait des tribunes, on parle à chaque fois au rassemblement, et nous, notre rôle, c'est de visibiliser le cas de Gino, dénoncer le fait que s'il est extradé, son procès sera absolument inéquitable, puisque le Parlement européen a rendu un rapport qui dit que la justice hongroise est aujourd'hui entre les mains de Orbán et de l'extrême droite hongroise. Il est déjà condamné par voie de presse par les dirigeants hongrois. Donc nous, notre rôle comme parlementaire, c'est de dire que la France, elle ne peut être complice de la chasse aux militants antifascistes organisée par Viktor Orbán, puisque c'est aussi le moment de défendre l'état de droit. Est-ce qu'on accepte que la France soit complice d'un État qui aujourd'hui organise son pouvoir judiciaire pour satisfaire les desiderata des forces politiques qui sont au pouvoir? Et on sait aujourd'hui que si Gino est extradé en Hongrie, la question de l'état de droit,
elle ne sera pas garantie. 1, parce que le procès ne sera pas équitable. 2, parce qu'il sera exposé à des traitements inhumains en prison. 3, à des risques de violence. Et la justice hongroise est chaque fois rappelée à l'ordre par l'Union européenne sur des décisions qui sont contraires, notamment à la CEDH, au respect des droits humains, au respect des droits fondamentaux. Donc, au cœur de cette bataille pour Gino, il y a aussi le respect de l'état de droit et le fait qu'aujourd'hui, en Union européenne, on a des pays qui sont entre les mains de l'extrême droite et qui, par leurs décisions politiques, par le fait de remettre en cause un certain nombre de fondamentaux de l'Union européenne, mettent en danger l'état de droit. Moi, j'étudie beaucoup les conditions de détention. La Hongrie est largement condamnée à la fois par différentes instances supranationales, internationales, mais le comité de prévention de la torture a jugé qu'à bien des égards, les conditions en Hongrie pouvaient s'apparenter à ce qu'on appelle de la torture blanche. Ça va être tout un tas de conditions qui font que ça vous met en situation de grande souffrance. On peut parler à la fois de la durée d'enfermement. Ça peut être aussi des formes d'isolement avec l'extérieur, donc de ne pas avoir les contacts nécessaires que vous pouvez avoir. Ça peut être des questions d'alimentation. Ça peut être aussi des bruits qui sont mis en place, qui vont vous empêcher de dormir. Ça va être des rondes de manière répétée. Toutes les conditions qui vont altérer de manière ciblée la santé mentale, la santé psychologique, la santé physique, alors peuvent s'apparenter à de la torture blanche. Tout ce qui attaque en réalité droits fondamentaux, parce qu'on a des droits fondamentaux, même quand on est détenu, et c'est bien quelque chose qui fait normalement de nous une société moderne, une démocratie. J'ai passé tout ce temps en prison, en détention provisoire pendant 15 mois. On m'a toujours refusé l'assignation à résidence. Durant les mois de détention, les conditions étaient très dures et ne respectaient pas les droits fondamentaux. Par exemple, je n'étais pas autorisée à parler à ma famille pendant plus de 6 mois et j'ai été placée à l'isolement pendant plus d'1 mois. Au cours de la première période, je n'ai pas pu recevoir de colis et je n'ai donc pas pu avoir de vêtements de rechange et j'ai passé plus d'1 mois avec les mêmes sous-vêtements, par exemple. Nous étions présents à Budapest le 21 février dernier, lorsque Maya a été présentée à ses juges pour la première fois. Il était important pour nous de pouvoir témoigner auprès des juges français de ce qui attendait de Gino s'il devait être remis à la Hongrie. Il sera jugé par le même juge et dans les mêmes conditions que l'est actuellement Maya et que l'a été notamment Ilaria Salis. On a vu Maya arriver comme Ilaria Salis quelques mois plus tôt, tenue très courte en laisse, enchaînée aux mains et aux pieds, encadrée par des gardes encagoulés et lourdement armés, et face à un juge unique et qui, de toute évidence, est là en mission pour assurer cette condamnation, qui, de toute évidence, est un homme du gouvernement hongrois. Tout ça est un parfait simulacre. Vous ajoutez à ça les groupes néo-nazis qui circulent en masse autour du tribunal, qui font pression autour du tribunal, au vu évidemment des équipes de sécurité et donc de la présidence du tribunal qui n'y trouve rien à redire. Gabriele Marchesi est un citoyen italien. En novembre 2023, la Hongrie a émis un mandat d'arrêt européen demandant son extradition en Hongrie pour des accusations très similaires aux accusations de celles d'Ilaria et Gino. La procédure s'est donc ouverte devant la Cour d'appel de Milan. J'ai défendu Gabriele avec 2 collègues de Milan. Et le 24 mars 2024, la Cour d'appel de Milan a rendu un jugement qui refuse l'extradition de Gabriele. Le jugement n'est pas définitif. Nous disposons donc d'un jugement d'une juridiction européenne qui assure qu'il existe un risque réel s'il est extradé vers la Hongrie, que Gabriele Marchesi soit soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la disposition absolue contre la torture, un traitement inhumain et dégradant. Comment la France, patrie des droits de l'homme, pourrait-elle remettre des présumés justifiables à des juges qui ne respectent quasiment jamais les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ? Comment pourrait-on livrer des femmes et des hommes à un pays dont la justice n'est pas indépendante du pouvoir politique et sans aucune garantie d'avoir un procès équitable ? Comment pourrait-on envoyer en prison une personne dans un pays autoritaire ? Comment, en notre âme et conscience, pourrait-on devenir complice de ces violations des droits humains ? On a fait l'Europe économique en nous promettant l'Europe sociale, mais au fond, l'Europe sociale, cette promesse n'a jamais été tenue.
Et là, de la même manière, on crée un espace judiciaire et on promet un espace dans lequel seront respectées les libertés publiques. Or, en réalité, cet espace-là non plus n'aura sans doute malheureusement jamais lieu. On évoque sans cesse, à la fois politique et dans les procès, la coopération européenne comme étant une sorte de valeur cardinale. Mais la coopération en soi, c'est pas une valeur. La coopération européenne ne peut pas l'emporter sur les libertés publiques. La coopération européenne, ça n'est ni un argument juridique, ni une valeur quelconque. Ça a un effet pervers qui est que le mandat d'arrêt européen, la tendance est de le rendre de plus en plus automatique, au fond, comme si on était à l'intérieur d'un État dans un espace juridique homogène. Or, du coup, les États se dessaisissent presque volontairement, enfin, tendent à restreindre le contrôle du juge. Les procureurs de la République, presque sans cesse, demandent l'application des mandats d'arrêt européens. Or, ce qu'on devrait faire au contraire, c'est essayer à chaque fois de contrôler, en vertu de l'état des libertés publiques, dans l'autre État auquel on est censé remettre un accusé. Donc, dans l'affaire particulière de Regino à bas âge, il y a quelque chose de délirant, si bien qu'on voit là, en fait, comment les formes de procédure actuelles du droit, tel qu'il est, au lieu de protéger en fait les atteintes aux libertés publiques, d'une certaine façon, renforcent la fiction d'un procès équitable. Vous avez le mandat d'arrêt européen qui est censé s'appliquer normalement pour quelque chose qui, si on le regarde un tout petit peu, une demi-minute, concerne quelqu'un qui conteste, mais qui aurait donc infligé des coups et blessures ayant entraîné moins de 8 jours d'arrêt de travail et qui risque 24 ans de prison. Donc la question de le remettre à un pays dans une telle contradiction, en principe, ne devrait même pas se poser. Le mandat d'arrêt européen aujourd'hui est devenu, au fond, une procédure qui, non seulement qui ne protège plus les libertés publiques, mais qui, au contraire, d'une certaine façon, fait le jeu des régimes autoritaires. Il faut vraiment mettre en avant la question du mandat d'arrêt européen, qui est un outil extrêmement efficace en fait pour poursuivre et amener des personnes dans l'État qui va émettre le mandat, et qui est utilisé par des pays qui sont profondément déjà illibéraux, mais qui sont aussi dans une démarche où ils ne jouent pas le jeu de l'Union européenne et du respect des droits et libertés fondamentaux. Et en fait, on a une instrumentalisation de ces outils de coopération judiciaire et policière par des États qui deviennent de plus en plus autoritaires, et ça pose vraiment question sur la balance qu'on doit avoir sur les droits fondamentaux et leur respect. C'est-à-dire que si on a d'un côté des outils extrêmement efficaces pour réprimer et poursuivre des militants politiques, eh bien, il faut qu'on aille aussi sur le terrain des droits et libertés fondamentaux pour se prémunir d'actions qui seraient, elles, contraires à ces principes. Et l'exemple d'Orban et de la Hongrie, il est vraiment révélateur de cette instrumentalisation-là et de cette volonté qu'on a dans toutes les extrêmes droites européennes de créer un peu une Europe de la répression et de ces nouveaux outils de coopération pour la répression et qui met de côté les principes fondamentaux et les libertés qui vont avec. Ilaria Salis a été élue au Parlement européen lors des élections de juin 2024. Après son élection, son avocat à Budapest a déposé une requête auprès de la Cour pénale de Budapest disant que l'immunité de l'Union européenne s'applique. Le procès devrait donc être suspendu et la Hongrie l'a fait, je crois, le 14 juin 2024. Le jugement disait que la Hongrie allait demander la levée de l'immunité, et pourtant, elle ne l'a pas fait durant 4 mois. Elle l'a finalement fait le 10 octobre 2024. Cette date est cruciale, parce que le 10 octobre 2024 est le lendemain du débat en session plénière à Strasbourg sur la présidence hongroise. Cela signifie que le Premier ministre hongrois était présent et qu'il a fait une brève présentation de ce qu'il prévoyait de faire. Après, plusieurs députés du Parlement européen se sont exprimés contre la Hongrie. Ils ont dénoncé la crise de l'état de droit en Hongrie. Parmi eux, Ilaria Salis a également pris la parole. La Hongrie, sous Viktor Orban, est devenue une oligarchie illibérale, un État ethnique autoritaire. Certains l'appellent même une tyrannie moderne. Mais Ilaria Salis a été la seule députée du Parlement qui, le jour suivant, a reçu une requête demandant la levée de son immunité. La première étape de cette procédure s'est déroulée devant la Commission des affaires juridiques du Parlement européen. La Commission des affaires juridiques émettra une proposition et ce sera ensuite, lors d'un vote en plénière du Parlement, de confirmer ou rejeter la proposition de la Commission. Dans le cadre de cette procédure, nous avons eu la possibilité de déposer des arguments écrits en faveur de l'immunité d'Ilaria Salis.
Et elle a pu s'adresser à la Commission, ce qu'elle a fait le 12 février dernier. Nous nous attendons à ce qu'une décision de la Commission soit prise dans les prochains mois et que le vote en session plénière au Parlement ait lieu avant décembre. Concernant cette commission du Parlement européen, la procédure est totalement confidentielle. Je peux donc dire que nous nous défendons conformément au règlement intérieur. Nous faisons tout ce que le règlement nous autorise à faire et rien de plus. Si mon immunité était levée, non seulement le procès contre moi, qui est actuellement suspendu, pourrait reprendre, mais je pourrais même être arrêtée à nouveau avec un mandat d'arrêt européen et risquer d'être extradée vers la Hongrie, de retourner en prison et d'y risquer pratiquement 20 ans, parce que malheureusement, la sentence a déjà été écrite en Hongrie. Et il ne peut pas y avoir de procès équitable contre les antifascistes, parce que le gouvernement a déjà exprimé son opinion en me condamnant et en condamnant d'autres personnes qui sont accusées. J'espère que le Parlement européen prendra conscience de la situation et qu'il prendra les décisions qui s'imposent. Quel est donc notre champ d'action politique? Quelle réponse apporter par la mobilisation populaire? On a l'impression aujourd'hui que les manifestations fascistes, néo-nazis, nazis, ont pignon sur rue, que c'est une opinion comme une autre, que c'est pas un délit. En France, à Paris, à Lyon, où il y a comme ça des cortèges de plus en plus importants qui défilent tranquillement dans la rue. Il n'y a pas un policier autour, en tous les cas pas visible, pour encadrer ces manifestations-là. Alors qu'on a une manifestation des retraites ou des gilets jaunes, là, les forces de police sont déployées. Donc en fait, on a un sujet qui est comment on lutte contre l'extrême droite et comment on empêche ces militants d'extrême droite, ces néo-nazis, ces nervis, quoi. Comment on empêche qu'ils prennent nos rues et qu'ils s'y baladent tranquillement, en fait. Il y a quelques jours à Paris, on a eu une agression d'un groupuscule néo-nazi qui a attaqué la diffusion d'un documentaire de solidarité avec les militants antifascistes au cri de « Paris est nazi ». Il n'y a pas de condamnation du ministre de l'Intérieur. Pas un responsable politique du gouvernement français n'a dit un mot. On a des députés, notamment mon collègue Ali Diawara, qui a été menacé par des policiers dans sa circonscription qui lui ont dit « Si je te tase, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il a interpellé le gouvernement, le ministre lui a tourné le dos et a préféré parler à l'extrême droite. On a des journalistes qui sont débranchés dans la minute parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Donc le climat fasciste, pré-fasciste dans le pays est particulièrement inquiétant. En Europe, on assiste vraiment à une alliance objective entre des partis qui étaient des partis libéraux, qui jusqu'à présent faisaient barrage et qui aujourd'hui sont passés du barrage à la complicité avec les mouvements d'extrême droite. Et en fait, là, quelque chose va se passer dans la rue, c'est-à-dire que la responsabilité finalement de l'opposition à la montée du fascisme, elle va être dans la rue. Et c'est pour ça que ce qu'a fait Gino en protestant contre une manifestation néo-nazie était indispensable. Je compte, je vais le dire comme ça, plutôt sur le peuple français, et un peuple français qui est fait de plein de diversité, de plein d'apports à travers le monde, et aussi des apports d'ailleurs qu'on a su protéger de régimes politiques qui tentaient déjà de les criminaliser, et donc qu'elles se fassent fort de cette histoire-là plutôt que des heures sombres. Je crois qu'on n'a pas le choix que d'y croire. L'histoire de la France, elle est quand même marquée par la protection des personnes qui manifestaient contre la montée de l'extrême droite, qui manifestaient contre Franco en Espagne, contre la montée des fascismes un peu partout en Europe. C'est ça notre histoire, et on protégeait en fait les personnes qui manifestaient contre la montée de ces mouvements-là. Où est la France? Enfin, moi j'entends du matin au soir la notion d'identité française qui est brandie comme une espèce de bouclier comme ça, l'identité française. Sauf qu'en fait, l'identité française, c'est de protéger les militants pacifistes et antifascistes. L'identité française, c'est de garantir les libertés individuelles et de faire barrage contre l'extrême droite. C'est ça, profondément, l'identité française. Elle est où aujourd'hui, notre identité? La riposte, elle doit être profondément politique, porteuse de notre projet de société. Il y a urgence à réagir parce qu'on a de très nombreux pans de la société qui aujourd'hui sont en train de se convertir au fascisme, à l'extrême droitisation, avec des relais médiatiques de plus en plus puissants qui font régner un climat raciste et islamophobe dans la société française. Ce que j'ai appris de mon histoire, c'est que la solidarité est quelque chose qui caractérise notre monde et que c'est quelque chose d'important et de décisif dans le sens où, dans mon cas, elle a été vraiment décisive pour me sortir de là et me libérer.
On va continuer à mobiliser nos réseaux, à sensibiliser l'opinion publique, parce que quand on parle d'une marche néo-nazie ou d'une marche commémorant les troupes SS et nazis, tout de suite ça parle aux personnes, parce qu'on parle du nazisme, on parle de personnes qui ont exterminé des millions de personnes. Et encore continuer aussi à travailler avec les différents collectifs, organisations, partis politiques pour pouvoir encore mettre en lumière le cas de Gino et mettre en lumière également les autres cas à l'échelle européenne. On ne doit jamais rien lâcher en matière de lutte contre le fascisme. Appelons donc l'Europe à arrêter de faire semblant, à arrêter de vouloir sauver davantage les apparences, à arrêter de fermer les yeux sur cette criminalisation des antifascistes, des militants et des solidaires. Voulons-nous renier toujours plus sur nos libertés fondamentales? Voulons-nous renier nos principes? Voulons-nous renoncer à nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité? La Hongrie, c'est l'Europe. Et respecter des procédures censées s'appliquer réciproquement entre les États avec des gouvernements bafouant les droits fondamentaux reviendrait à faire une croix sur nos principes et nos conquis. Car la Hongrie, c'est l'Europe. Et extrader des militants, des solidaires, livrer Gino, Ilaria, Gabri, Oana, Toby et les autres reviendrait à abandonner nos valeurs démocratiques. Cela saccagerait le concept des libertés fondamentales, pierre fondatrice de notre Union européenne. Fermer les yeux, assister les bras ballants et le sifflet coupé au procès de Maia, enchaîné, est-ce cela l'Europe que nous bâtissons pour demain? Voulons-nous assister impuissants à cette déchéance, à la bascule d'une fascisation de notre monde, avec comme chef de file la Hongrie? Car la Hongrie, je le rappelle encore, c'est l'Europe. À vous toutes et à vous tous, entendez notre appel, celui d'un sursaut, celui d'une riposte populaire contre le fascisme et ses oppressions, celui d'un élan d'humanisme et de solidarité, d'une soif de combattre pour notre liberté, ensemble, siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Bella ciao, bella